Salut, c'est Vince, bienvenue ou bon retour sur la chaîne Histoire de vinyle pour une vidéo dans la série Un jour, un groupe. Je vous rappelle que sur la page d'accueil de la chaîne, vous avez plusieurs playlists disponibles, dont une playlist consacrée à ces capsules Un jour, un groupe, dans lesquelles vous trouverez plusieurs vidéos consacrées pour la plupart en fait à des groupes psychédéliques états-uniens, et je ne vais pas déroger à la règle aujourd'hui, sauf la dernière qui était consacrée au groupe Caravan, bien sûr, les Anglais, des cousins Sinclair entre autres. Alors, pensez aussi éventuellement à vous abonner en appuyant sur le petit symbole qui est à droite de votre écran, à partager bien sûr le lien de la chaîne, bref, et bien entendu à commenter mes bêtises. Alors, aujourd'hui le groupe, vous l'avez vu bien entendu, il s'agit de Moby Grape, et quel groupe extraordinaire de la baie de San Francisco, qui malheureusement n'a pas eu du tout le succès qu'il méritait, en dépit de qualités tout à fait exceptionnelles de tous les membres de ce groupe, qui ont eu des hauts et des bas, et malheureusement ont eu affaire à un producteur qui était un véritable escroc. J'ai nommé Matthew Ketz. Bref, je vais y revenir dans un instant. Alors, Moby Grape, effectivement, c'est la réunion de 5 musiciens tout à fait exceptionnels, dont 3 guitaristes. Et effectivement, faire cohabiter 3 guitaristes ensemble, pas toujours évident. Demandez à Fleetwood Mac, à l'époque de Jeremy Spencer, Peter Green et puis Kerwan. Bref. Ici, ils y réussissent à merveille, au moins sur les premiers albums, à la façon un petit peu, peut-être que j'y reviendrai, mais vraiment à l'unisson, comme des harmonies vocales, un petit peu comme les harmonies assez exceptionnelles de Crosby, Stills et Nash dans les voix. Là, je trouve cette harmonie quasi parfaite dans les 3 jeux de guitare composés. Voilà, c'est tout à fait exceptionnel. Alors, au sein de Moby Grape, donc les 3 guitaristes sont Skip Spence, ou Alexander Spence, de son surnom Skip Spence, qui est pas un nouveau, puisqu'il a commencé sa carrière au sein, entre autres, du Jefferson Airplane. Il était le batteur du Jefferson Airplane sur le premier album du groupe. Il a d'ailleurs composé 2 titres sur cet album, le premier album du Jefferson Airplane, avant de se faire virer pour défaut de présence lors de certains concerts, a priori, et en même temps qu'ils vireront d'ailleurs leur producteur de l'époque, Matthew Ketz. Donc il va malheureusement, Skip Spence, emmener avec lui, quelque part. Voilà, bon. Ensuite, 2 autres musiciens qui ont joué ensemble, c'est Don Stevenson, le batteur, et puis Jerry Miller, un des autres guitaristes. Eux se sont rencontrés au sein d'un groupe, les Frantics. Ils auraient au moins un 45 tours à leur actif. Ne pas confondre les Frantics, qui je crois enregistrent en 65-66, avec le groupe The Frantic, un autre groupe psychédélique états-unien. Bref, ne pas confondre. Et puis, 3e guitariste, c'est Peter Lewis, et le bassiste Bob Mosley. Voilà, une réunion tout à fait extraordinaire. Et ils vont être signés chez Columbia via le fameux producteur escroc Matthew Ketz, lequel, leur demande, lors de la signature, qu'il lui abandonne leurs droits sur le nom Moby Grape. Et là, évidemment, à l'époque, ils ne s'en aperçoivent pas, ils ne se rendent pas compte de la bêtise qu'ils viennent de faire, qu'ils vont traîner cette bêtise pendant quasiment 40 ans. Bref. Mais la musique. Ils enregistrent donc en 1967 pour Columbia, et la qualité des morceaux qui sont enregistrés fait penser au producteur et au boss de Columbia, au producteur Matthew Ketz, il a tiré le gros lot. En fait, voilà, les Beatles états-uniens, ils vont nous rapporter un maximum de pognon. Pour la sortie de l'album, ils vont organiser une super fête dans laquelle ils vont distribuer aux invités des petits coffrets dans lesquels il y a 5 45 tours. Tirés tous avec des morceaux tirés de l'album. Cet album, tout à fait exceptionnel selon moi, avec c'est Moby Grape's
tout simplement le titre de l'album qui sort en 1967. Je vais y revenir sur cette pochette mystérieuse. Et le problème, c'est que, alors, méga fête, très réussi. Le problème, c'est qu'ils vont sortir les 5,45 tours en 1967 en même temps. Vous imaginez le désarroi des DJ dans les radios, lequel on met en exergue en premier. Bref. Malgré tout, ce fut un succès commercial. Je crois qu'il finit 24e au Billboard aux USA. Bref, la musique, clairement, teintée de psychédélisme, des titres généralement courts. Ils puisent leurs racines, clairement, les musiciens de Moby Grape, dans le rock, mais aussi la country, et puis un petit peu le jazz également, et j'y reviendrai peut-être sur les autres albums. Absolument superbe, tous les titres méritent citation, et effectivement, ils ont sorti 5,45 tours, ils auraient dû les sortir, mais les uns après les autres, et je pense qu'ils auraient eu du succès, il n'y a aucun doute. Tant il y a une énergie, les mélodies sont accrocheuses, voilà, vous êtes tout de suite emporté. Si vous abordez cet album comme ça, vous allez être séduit immédiatement par tous ces titres qui sont absolument fantastiques, péchus. Rock, ils enregistrent quasi dans les conditions du live en studio, c'est-à-dire qu'ils enregistrent tous ensemble, et ça va faire une grande différence avec l'album suivant. Alors, je reviens à la pochette. Cette pochette a été censurée. En fait, la pochette originale, donc je vais faire un petit jeu des différences, vous allez vous... si vous voulez vous amuser. Cette pochette est censurée, elle l'a été au moins 2 fois. Donc, alors, celle-ci, justement, c'est la version censurée de l'album. Autant vous dire que le pressage original non censuré est rare. Il a été repressé, puis repressé. Ça, c'est le 3e pressage avec un poster. Bref, tout ça, c'est pour les collectionneurs. Alors, je vous montre, et vous l'aurez en incrustation. Ça, c'est chez le label Edsel, et j'y reviendrai parce que c'est bizarre, cette édition du premier album chez Edsel est de 1984, avec la pochette non censurée. Je vous mets ça en incrustation immédiatement, et je vous mettrai la solution des erreurs, et ce qui a été censuré, eh bien, à la toute fin de la vidéo. Bref, album absolument extraordinaire. Pour l'album suivant, eh bien, ils déménagent, ils sont dans la baie de San Francisco, ils enregistrent dans la baie de San Francisco, ils déménagent à New York. Parce que le producteur de l'album suivant veut être installé près de sa famille à New York. Donc tout le groupe déménage à New York et malheureusement ça va se révéler catastrophique, en particulier pour un des membres du groupe qui est Skip Spence. L'album qui va sortir de ces sessions d'enregistrement à New York, c'est l'album Wow. Alors, à la sortie de l'album, en fait l'album sort, et c'est ce qui explique peut-être en partie son succès. Son succès va être supérieur en termes de vente de l'album précédent, alors que moi je trouve qu'il est quand même moins bon, moins spontané. Voilà, il est moins spontané cet album, et vous allez comprendre pourquoi. Alors, lorsqu'il sort, en fait, d'un point de vue tout à fait promotionnel, pour $1 de plus, vous avez 2 disques. Vous avez l'album studio, Wow, et puis vous avez un album de jam session, pendant les enregistrements de l'album, avec en particulier, qui les rejoignent pour ces jam sessions, Al Kooper et Mike Bloomfield. Il semblerait que ça donne des idées à Al Kooper, puisque c'est après que sortira ce fameux album avec Stephen Stills, Al Kooper, Mike Bloomfield, bien sûr, une espèce de la Super Session, qui est une jam session, bien sûr, qui s'est extrêmement bien vendue en 1968. Alors, c'est quoi le souci avec cet album? Tous les morceaux sont absolument fantastiques. Un des plus célèbres, qui aurait dû avoir un succès extraordinaire, c'est Murder in My Heart for the Judge, qui est tout à fait extraordinaire. Le problème, c'est la production. Cet album, il est surproduit. C'est-à-dire que ça vient un petit peu juste après la sortie du Sgt Pepper des Beatles,
et ils vont les mettre en studio, les musiciens de Moby Grape, mais cette fois-ci au lieu d'enregistrer dans les conditions du live, c'est-à-dire quasiment tous ensemble, avec des retouches bien entendu, non, ils vont enregistrer leurs parties, chacun séparément, puis tout ça, ça va être remixé par le producteur, qui est Dave Robinson, je crois, et avec des effets de studio, des overdubs en voiture, voilà, bref, des pistes à l'envers, qui dénaturent totalement, selon moi, les morceaux. Alors malgré tout, ça reste, pour l'époque, et pourtant elle est très très riche, ça reste un excellent album, mais surproduit. D'ailleurs, ça ne va pas du tout plaire au groupe, en fait, cet album, et heureusement pour le suivant, ils vont revenir à des choses qui rappellent un petit peu le premier. Alors le problème, c'est qu'à New York, Skip Spence va partir en vrille, c'est-à-dire l'un des guitaristes. Il va sombrer dans la drogue, il va devenir complètement à moitié fou, en fait, abus de LSD, abus d'héroïne, abus de cocaïne. Et il va menacer même Don Stevenson, le batteur, avec une hache, enfin bref, le mythe Skip Spence. Bref, il se trouve qu'à la suite de ça, il va être interné pendant 6 mois. Donc, mais il est plus là pour enregistrer l'album suivant, que je trouve tout à fait extraordinaire, c'est Moby Grape 69. Wow est sorti en 1968, Moby Grape 69 en 69. Le groupe est au complet, à l'exception de Skip Spence qui n'y est pas, lui. Et ben c'est un superbe album, cette fois-ci pas surproduit du tout. Nous y revenons avec des... Voilà, il y a toujours cette coloration rock, et moi j'adore les compositions de Peter Lewis, qui sont toujours empreintes d'un peu de mélancolie, toujours d'une très grande beauté. Si vous ne le connaissez pas, je vous invite vivement à le découvrir. Vous le mettez à côté du premier, le côté est plus psychédélique, celui-ci un petit peu moins, mais il y a toujours ces mélodies, ces harmonies, à la fois guitare, alors ils sont plus que 2 guitaristes, mais à la fois guitare et puis vocal, c'est tout à fait, si vous aimez le rock, le blues rock, eh bien vous y êtes, en fait c'est tout à fait pertinent, c'est une réussite vraiment complète, selon moi. Meilleur que le précédent, encore une fois. L'album suivant qui sort, je ne vais pas dire de bêtises, il me semble que c'est 1969 ou 1970, alors qui est très décrié par leurs fans, c'est Truly Fine Citizen, et je trouve que c'est tout à fait absolument pas mérité. Voilà, la production est très solide, tout est absolument impeccable. Alors c'est vrai qu'il y a des titres qui sont teintés de jazz, et ça n'enlève rien à la qualité tout à fait exceptionnelle de ces musiciens. C'est vrai que d'un point de vue qualitatif, c'est un peu moins bon que le Moby Grape 69, mais vous l'écouterez avec plaisir en fait. C'est un très très bon album, Truly Fine Citizen. Le problème, c'est que l'aventure du groupe s'arrête là. Elle s'arrête là pour plusieurs raisons. Déjà, les problèmes financiers. Ils sont en procès avec, à ce moment-là, déjà avec Matthew Katz pour essayer de récupérer des royalties, récupérer le nom du groupe, parce qu'en fait, quand ils se produisent après la rupture avec Matthew Katz, ils veulent se produire en concert, ils ne peuvent pas utiliser le nom du groupe Moby Grape, ce qui fait qu'ils vont apparaître sous d'autres noms, Maybe Grape, voilà, un vrai délire complet en raison de ce litige financier. Il est coutumier du fait, le père Matthew Katz, puisqu'il a été en procès pendant 20 ans avec le Jefferson Airplane, pendant 20 ans au moins avec It's a Beautiful Day, un autre groupe de la baie de San Francisco. Bref, c'est un escroc fini. Il est mort en 2023 à l'âge de 93 ans, et en fait, je terminerai sur cette histoire un petit peu financière, mais reprenons la route. C'est pas fini l'aventure Moby Grape. Ils vont signer chez RCA Records pour sortir en 1971. Skip Spence est de retour. Je voudrais dire qu'entre les deux, il a enregistré à Nashville un album qui est tout à fait surprenant, qui s'appelle Or. Je vous mets la pochette en incrustation. C'est vrai que j'aurais dû le mettre, vous en parler entre Moby Grape 69 et puis Truly Fine Citizen, puisque je crois que c'est à ce moment-là qu'il sort, toujours sur Columbia.
C'est un album tout à fait étrange. Alors certains le détestent totalement, d'autres considèrent que c'est un album absolument génial. Moi je considère que c'est un très bon album et il y a surtout des moments tout à fait magiques, et notamment un titre que je trouve absolument sublime. Si seulement les autres musiciens avaient été là pour nourrir voilà, c'est War in Peace. Enfin, si vous avez l'occasion d'écouter cet album, c'est tout à fait... Alors c'est pas Moby Grape, donc c'est pourquoi je ne vous le montre pas, mais c'est un album tout à fait intéressant. Moby Grape, revenons-y. Alors, 20 Granite Creek. Alors ici ils sont tous, et c'est un superbe album. Je parlais des compositions de Peter Lewis tout à l'heure. Là il y a deux compositions absolument fantastiques, c'est Horse Out in the Rain et puis Chinese Song, qui sont des compositions de Peter Lewis. Sinon pour le reste ça fonctionne parfaitement. Là, la magie est toujours là. C'est ça qui est tout à fait étonnant, parce qu'en dépit de tous leurs soucis, la magie est toujours là. C'est un excellent, c'est un très bon album. Je ne vais pas dire excellent, parce qu'il y a de Vince, il exagère tout le temps. Bref, c'est un très bon album à redécouvrir dans la discographie de Moby Grape. Alors la discographie de Moby Grape, eh bien, s'interrompt pendant plusieurs années. Ils sont en procès, ce qui les ruine totalement. Skip Spence, après l'aventure de Orr, eh bien, va les retrouver en 1971, et puis il va venir repartir, des séjours dans les hôpitaux psychiatriques. Ses problèmes de drogue ne sont pas réglés. Financièrement, il a plus un rond. Il finit même à un moment donné, dans les années 80, dans la rue, et puis il meurt dans la misère en 1999 d'un cancer des poumons. Voilà, destin tragique, et effectivement ce groupe est certainement pas voilà, sa rencontre avec ce producteur, cet escroc, a totalement ruiné le potentiel extraordinaire qu'avait ce groupe. Heureusement, il nous reste tous ces albums. Alors il y en a un dernier que je trouve vraiment très très intéressant, et allez-y volontiers à la découverte de cet album, qui est un album live qui sort en 1978. Alors là, il y a Bob Mosley et Don Stevenson n'y sont plus, mais il y a Peter Lewis, il y a Jerry Miller, et puis Skip Spence. Donc les trois guitaristes sont de nouveau réunis pour cet excellent album live. Donc c'était enregistré lors de 2 concerts dans 2 lieux différents. Et c'est un superbe album de rock blues, avec des moments de magie. Il y a toujours cette espèce de magie. Je pense que c'est lié à la présence de Peter Lewis, je sais pas, enfin moi je le trouve, ses compositions sont magiques depuis le début, et bref, c'est un superbe album. Vous allez trouver ça pour une misère. N'hésitez pas une seule seconde à vous procurer cet album, à l'écouter. Il faut l'écouter avec une oreille qui est détachée de la période psychédélique, mais malgré tout tout à fait extraordinaire. Alors je vais terminer simplement pour vous dire que à un moment donné, Sundays, le label Sundays, a voulu sortir toute la discographie en vinyle et en CD de Moby Grape. Ça s'est passé dans les années 2005-2006, parce que finalement, autour de ces années-là, Matthew Cates a perdu ses procès avec Moby Grape, enfin, et en appel, etc. Mais il menace, au moment où les Sundays va sortir sur le catalogue Moby Grape, il menace de poursuite Sundays pour l'utilisation de l'aspect artistique des pochettes, c'est-à-dire la conception artistique des pochettes. Il considère que ça lui appartient. Donc il donc il retire encore une fois de la vente. Bref, ça se réglera a priori dans les années 2000-2007. Et c'est pour ça que je trouve étrange que Hetzel, en 1984 ou 86, je ne sais plus ce que je vous ai dit pour la réédition du premier album, ait eu les droits. En tout cas, ce qui est certain, c'est que s'il y a du pognon qui a été gagné avec cette réédition du premier album en 84 ou 86, c'est tombé dans les poches de Matthew Cates, c'est pas des musiciens, ça c'est clair. Bref, Vince, it's me, cares about you. À la prochaine.